Bonjour, bonjour à tous, bonjour en salle, bonjour aux gens à la maison. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir vous parler d'amarante tuberculée ce matin. Donc, ce que je vous propose ce matin, je vais vous faire un bref historique de l'amarante tuberculée au Canada, aux États-Unis et au Québec. Ensuite, je vais parler de la biologie de la plante, comment l'identifier, quelles sont les stratégies de lutte pour la contrôler. Je vais vous parler du plan provincial d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée et je vais conclure. Donc, au niveau de l'historique, cette plante-là, elle est originaire du Midwest américain. En anglais, on l'appelle water hemp. Donc, aux États-Unis, c'est considéré comme une des pires mauvaises herbes. Elle est en fait l'autre mauvaise herbe qui est pire qu'elle, c'est une autre amarante, c'est l'amarante de Palmer. Donc, elle est présente dans 43 États américains, 14 comtés en Ontario. On l'a retrouvée pour la première fois en 2002 en Ontario et depuis 2016, on l'a retrouvée au Manitoba. Qu'en est-il maintenant pour le Québec? On l'a retrouvé pour la première fois en 2017 dans un champ de soya dans la MRC des Jardins de Napierville sur une entreprise laitière et de grande culture. Cette entreprise-là, en fait, est en semi-direct et en travail réduit. Et à cette époque-là, elle utilisait du glyphosate exclusivement dans ses superficies de maïs et de soya. Donc, la source de contamination probable, c'est une batteuse qui a été achetée en provenance des États-Unis en 2010. Donc, l'enjeu de la biosécurité, c'est vraiment un enjeu majeur au niveau de l'amarante tuberculée. Ce qui est arrivé, c'est que la plante est arrivée dans le champ déjà résistante, étant donné que la semence provenait des États-Unis. Donc, elle est arrivée résistante aux herbicides des groupes 2, 5, 9. 9, c'est le glyphosate, et 27. Cette plante-là, elle n'est pas réglementée. Donc, il n'y a aucune considération réglementaire par rapport à l'amarante tuberculée. Je vais voir avec vous maintenant au niveau de l'historique pour le Québec, l'évolution des superficies, puis en même temps, je vais vous expliquer un petit peu quelles actions ont été faites au fil du temps. Donc, en 2017, quand on a retrouvé le premier foyer, si on veut, on a tout de suite accompagné l'entreprise et on a dépisté les champs de l'entreprise, les champs qui étaient possibles de dépister à l'automne. Et lorsqu'on retrouvait des plants, on les arrachait puis on en disposait convenablement. En 2018, on a fait un envoi postal à tous les producteurs de la MRC des Jardins de Napierville pour les aviser qu'on avait retrouvé la plante dans le secteur. Et dans le cadre du RAP Grande Culture, on a fait une vigie du secteur où la ferme se trouve pour voir si on en retrouvait sur d'autres entreprises. On a retrouvé seulement que quelques plants sur une ferme voisine et tout de suite, ça a été bien pris en charge par l'autre entreprise. Donc, en 2018, on avait deux cas. En 2019, on a mis sur pied un programme Prime Vert, un projet Prime Vert pour supporter les producteurs qui avaient de l'amarante tuberculée sur leur ferme. On a fait plusieurs communications dans les différents médias locaux. Et à l'automne 2019, là, on a eu un foyer qui nous a été rapporté dans la MRC du Haut-Richelieu et également un cas dans les Mascoutins puis un autre cas dans la MRC de Drummond. Et dans la majorité des cas, on fait vraiment un lien avec une batteuse qui a été importée des États-Unis quelques années auparavant. Donc, à la fin de 2019, on avait 9 cas. En 2020, on a mis sur pied un programme provincial, un peu comme le Prime Vert qu'on avait mis sur pied en Montérégie, mais là, on a vraiment déployé à l'ensemble de la province pour vraiment lutter contre l'amarante tuberculée. Et là, à ce moment-là, on a retrouvé un foyer d'importance dans les Laurentides. Il y a quelques cas qui se sont ajoutés dans la MRC des Mascoutins. On a retrouvé un cas dans le Binière et le foyer du Haut-Richelieu s'est aussi agrandi. Dans les Laurentides, c'est sur des entreprises maraîchères et de grande culture. Tous les cas qu'on avait retrouvés avant, c'était essentiellement sur des entreprises de grande culture. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de cas dans la pomme de terre, à moins que vous me l'appreniez aujourd'hui. Donc, fin 2020, on avait 29 cas. 2021, le plan de lutte provincial se poursuit. Le foyer dans les Laurentides s'est agrandi, dans le Haut-Richelieu aussi. Le foyer du Haut-Richelieu, a un petit peu bougé vers la MRC Brome-Missisquoi. On a retrouvé quelques cas supplémentaires dans le Binière. Donc, on continue les efforts et on est rendu à 43 cas.
Au niveau de sa biologie maintenant, c'est une espèce qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des plants mâles, il y a des plants femelles, et c'est ce qui lui confère sa grande variabilité à l'intérieur des différentes populations. Les autres amarantes qu'on a, elles sont monoïques. Donc, c'est une plante qui s'adapte facilement. Elle va modifier son génome pour survivre aux moyens de répression qui sont utilisés contre elle. Donc, il va toujours rester quelques plants qui résisteront finalement, par exemple, aux herbicides qu'on va utiliser pour la contrôler. Elle possède des mécanismes de résistance multiples aux herbicides. Aux États-Unis, elle est résistante à peu près tous les groupes d'herbicides, dépendamment des populations. Donc, elle va résister aux herbicides des groupes 2, 4, 5, 9, 14 et 15 et 27. Donc, on a moins de choix là, pour le désherbage. Depuis 2005, aux États-Unis, elle résiste au glyphosate. Et en Ontario, elle résiste aux herbicides 2, 5, 9 et 14 et elle résiste au glyphosate depuis 2014. Au Québec, maintenant, vous avez ici le portrait de la résistance des différentes populations. Par exemple, la ligne du haut indique qu'il y a 20 populations au Québec qui résistent aux groupes 2 et 9. Donc, si je vous résume ce tableau-là, les populations au Québec résistent au groupe 2. Dans la pomme de terre, vous avez le prisme. Au groupe 5, qui est surtout l'atrazine. Au groupe 9, qui est le glyphosate. Au groupe 14, on peut penser au réflexe. Et au groupe 27, qui est le callisto. Je veux attirer votre attention sur le petit rectangle rouge qui vient d'apparaître. Dans cette population-là, qui est résistante aux herbicides des groupes 2, 5, 9, 27, on a aussi de la résistance à un mélange de deux groupes d'herbicides, soit le 5 et le 27. Donc, je vous garantis que ça complexifie beaucoup le désherbage sur cette ferme-là. Et autre chose, sur cette population-là, le rectangle qui vient d'apparaître, c'est une population qui est résistante au groupe 5, donc l'atrazine, mais également la métribuzine. C'est la seule population qu'on a au Québec qui résiste à la métribuzine, mais je sais que vous êtes de bons utilisateurs de la métribuzine. Donc, ça, c'est le petit tableau que je vous laisserai en référence. Maintenant, c'est une plante qui est très prolifique. Donc, elle peut produire en moyenne 300 000 graines par plante. Ça peut aller jusqu'à 1 million, dépendamment des conditions. Vous voyez ici, dans ma main, il y a des petits... Oups! Il y a des petits grains bruns et ça se trouve être des graines d'amarante. Donc, c'est moins de 1 mm de grosseur. Donc, ça se disperse très facilement. Et les semences restent attachées tardivement sur les plants. Donc, ça fait qu'elles peuvent être disséminées facilement par les machineries et surtout les batteuses. En jours courts, donc à la fin de la saison, la plante peut produire des semences viables en moins de 21 jours. Donc, c'est une petite vitte, cette plante-là. Ce champ-là, c'est un champ qu'on a retrouvé au Québec. Vous voyez, c'est de l'amarante tuberculée. Il y a du soya en dessous. Et le producteur nous a dit... L'an passé, c'était que quelques plants et cette année, mon champ est plein. Donc, selon l'Université de l'Illinois, quelques plants survivants peuvent produire assez de graines pour modifier complètement la population de mauvaises herbes d'un champ en moins de 5 ans. Alors, il ne faut pas laisser aller la plante sur la ferme. C'est une plante qui a également une croissance rapide. Donc, en juillet, elle peut pousser de 2 à 3 cm par jour. C'est une plante C4, donc elle aime beaucoup la chaleur. Une fois qu'elle dépasse 10 cm de hauteur, les herbicides sont très peu efficaces sur elle. Donc, ça fait que la fenêtre d'intervention est très courte et elle germe en continu de mai à septembre. Au niveau du rendement, elle peut être très compétitive. On parle des baisses de rendement dans le maïs qui peuvent aller jusqu'à 74 %. Il y a une étude en Ontario qui parle de baisse moyenne de 17 % Dans le soya, on parle de baisses de rendement qui peuvent aller jusqu'à 73 %, mais l'étude ontarienne parle d'une baisse moyenne de 43 %. Donc, bien évidemment, la baisse de rendement va être influencée par le moment de son émergence en fonction de la culture et également des conditions de croissance, à savoir est-ce que toutes les ressources sont disponibles et également la densité de la plante. Mais il reste que le contrôle de l'amarante tuberculée en début de saison est essentiel. Donc, comment la différencier des deux autres espèces qu'on a au Québec? L'amarante à racines rouges, l'amarante de Powell. Alors, il y a le cotylédon pour l'amarante tuberculée qui est en forme d'œuf, comme vous pouvez voir ici à gauche, tandis que les deux autres amarantes, c'est un cotylédon qui est plus allongé. Et également, la plante est glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poils, tandis que les deux autres amarantes ont des poils. Pour bien l'identifier, il y a le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC qui a développé une méthode pour identifier les amarantes par biologie moléculaire.
Donc, si vous la retrouvez dans le champ, on vous recommande d'expédier un échantillon de la plante au LEDP pour l'identifier, mais également pour détecter les résistances, parce que comme vous avez vu tantôt, ça varie d'une population à l'autre. Étant donné que la majorité des populations sont résistantes aux herbicides du groupe 2, du groupe 9, si vous n'avez pas encore reçu votre résultat, on vous recommande de ne pas appliquer ces herbicides-là dans votre champ. Et bien sûr, de vérifier l'efficacité du traitement après le traitement. Vous pouvez aussi envisager l'option de l'arracher. Au niveau des grandes cultures, c'est ce qu'on fait, c'est très efficace. Et on vous recommande d'enterrer les plants à 10-15 cm si possible de profondeur. Comme ça, si les plants ont des graines, elles vont mourir. Si la population est trop dense, vous pouvez aussi pas récolter cette partie-là du champ et de grâce, nettoyer la machinerie avant de sortir du champ pour éviter de propager la plante. Attention au coin de champ au bord de fossé. Vous voyez ici, c'est un petit bout de champ qui n'a pas été pulvérisé. Heureusement, cette journée-là, j'avais une équipe d'arracheurs avec moi. On a fait le travail en peu de temps. Au niveau des stratégies de lutte maintenant, c'est clair que si on mise seulement que sur les herbicides pour la contrôler, elle va résister. Donc, on doit vraiment varier les méthodes de lutte pour la contrôler. Donc, on parle, oui, des herbicides, contrôle chimique, mais aussi mécanique. Dans la pomme de terre, vous avez quand même cette option-là. Opter pour des herbicides résiduels. Une stratégie en 2 passages, c'est-à-dire qu'on met un bon pré et ensuite, on met un poste levé avant que l'amarante tuberculée n'ait 10 cm de hauteur. Et si vous pouvez mettre un poste levé résiduel, c'est encore mieux parce que ça va prolonger l'efficacité jusqu'à la fin de la saison. Le travail de sol peu profond est à préconiser parce que les graines d'amarante vont perdre de leur pouvoir de germination en surface. On vous recommande de faire des rotations de groupes d'herbicides d'une année à l'autre, pas toujours mettre les mêmes matières actives d'une année à l'autre. Au niveau de la régie de culture, on peut penser à diminuer l'espacement entre les rangs pour avoir une culture qui est plus compétitive. Dans certaines cultures, ça se fait. Ou encore augmenter la densité de la culture. Faire des rotations de culture, ça aussi, c'est très important. Des céréales d'automne, ça peut être une belle façon d'amener d'autres matières actives et également la culture est compétitive, en fait, sur l'amarante tuberculée. On a eu une belle réussite avec une prairie également. Et si vous faites des céréales d'automne, pensez à, entre autres, implanter des cultures de couverture après pour ne pas laisser le sol à nu parce que, comme je vous ai dit, la plante lève tardivement jusqu'en septembre. Fait que si le sol est à nu, ce n'est pas compliqué, ça va être un champ d'amarante que vous allez avoir à l'automne. Au niveau des herbicides, ce que je veux, je ne les passerai pas en revue, mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que ça prend un prélevé et un post-levé. Et en fait, il faut jouer avec les matières actives, il faut bien gérer les matières actives en fonction de la résistance de l'amarante tuberculée qu'il y a sur votre entreprise parce que ça varie. Maintenant, au niveau du plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée, en fait, c'est un programme que le MAPAC a mis sur pied pour soutenir les producteurs. En fait, ce que ça offre, bien, ça offre l'analyse gratuite pour identifier l'amarante tuberculée et également identifier les résistances aux herbicides de la plante. Ça offre un soutien financier pour des services conseils, donc du dépistage, l'élaboration d'une stratégie de lutte, etc., mais également un soutien direct aux entreprises, aux producteurs agricoles pour, par exemple, si vous la retrouvez au printemps et que vous pouvez encore refaire un traitement, bien, le programme va payer une partie du traitement. Même chose pour du contrôle mécanique, l'implantation d'une culture de couverture, la biosécurité sur la ferme et également, si vous devez engager une équipe d'arrachage, le programme le permet. Donc, en conclusion, les conséquences pour une entreprise, vous aurez compris, sont assez nombreuses. Donc, premièrement, il y a plus d'herbicides qui doivent être appliqués, ça fait une hausse des coûts et surtout, ça complexifie le désherbage. Également, étant donné qu'on doit mettre plus de matières actives, bien, ça augmente les indices de risque liés aux pesticides. Ça demande un effort accru au niveau du dépistage. On pense aussi à l'arrachage manuel, qui est une façon de faire qui fonctionne, mais qui est quand même assez énergivore. Rappelez-vous que quelques plants échappés peuvent produire suffisamment de graines pour regarnir la banque de semences. Donc, comme je vous disais tantôt, attention au coin de champ, au bord de fossé, ça demande vraiment une vigie pour ne pas laisser passer de plants. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si elle est bien contrôlée, si elle est bien prise en charge, après 4 ans, la banque de semences est pas mal diminuée.
Donc, avant de vous quitter, je veux vous dire d'être vigilant lorsque vous importez de la machinerie, que vous importez des fumiers qui proviennent de l'extérieur ou encore que vous faites faire des travaux à forfait, parce que, comme vous l'aurez certainement compris, là, la biosécurité, c'est un enjeu majeur par rapport à cette mauvaise herbe-là. Alors, je vous remercie.